Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2004, la Hongrie s'est imposée comme un acteur incontournable des débats sur l'avenir du continent. Situé au carrefour de l'Europe centrale, ce pays est devenu le théâtre de tensions politiques, économiques et idéologiques. L'ascension de Viktor Orban, figure emblématique et controversée, a transformé la Hongrie, où maintenant le nationalisme, le souverainisme et le défi à l'ordre établi européen se croisent. Alors que certains voient dans Budapest un bouclier face aux menaces pesant sur l'Europe, d'autres dénoncent ses dérives autoritaires et ses relations ambiguës avec des puissances extérieures. Une question se pose alors. La Hongrie est-elle une opportunité pour renforcer l'Europe ou un danger menaçant son unité et ses valeurs? Découvrons cela dans cette vidéo. C'est parti! Pour la petite histoire, après une période marquée par la domination ottomane du XVIe au XVIIe siècle, la Hongrie est intégrée à l'empire des Habsbourg. En 1867, le compromis austro-hongrois transforme l'empire en une double monarchie où la Hongrie jouit d'une certaine autonomie. Cela permet à Budapest de devenir un centre culturel et économique majeur. Et la Hongrie, bien que subordonnée à l'Autriche, joue un rôle essentiel dans la région. Cette période est marquée par une modernisation rapide, mais aussi par des tensions ethniques et politiques internes liées à la diversité des populations de l'Empire. Ensuite, le XXe siècle est une époque de profonde transformation et traumatisme pour les Hongrois. Après la défaite de l'Empire austro-hongrois en 1918, la Hongrie est alors amputée des 2/3 de son territoire par le traité de Trianon. Cette perte territoriale laisse des cicatrices profondes dans l'identité nationale, avec un sentiment de trahison et de revanche qui influencera par la suite sa politique. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, le pays est allié à l'Allemagne nazie. Après leur défaite, il subit d'énormes pertes et finit par être occupé par les Soviétiques en 1945. La Hongrie devient alors un satellite de l'URSS. Cependant, des révoltes émergent, témoignant de la résistance hongroise face à la domination soviétique. Il y a, par exemple, le soulèvement hongrois de 1956, qui est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire moderne de la Hongrie. Ce mouvement, initié par des étudiants et des intellectuels, prend rapidement une dimension nationale. Les manifestations réclament des réformes politiques, le retrait des troupes soviétiques et un retour à la souveraineté nationale. Pendant quelques semaines, la Hongrie semble sur le point de se libérer, notamment avec l'arrivée d'Imre Nagy, un dirigeant réformiste au pouvoir. Cependant, en novembre de la même année, l'URSS réagit avec brutalité en envoyant ses chars pour écraser la révolte. Le bilan est lourd. Des milliers de morts et des milliers d'exilés, tandis que le pays est ramené sous un contrôle soviétique encore plus strict. Mais la chute du bloc soviétique en 1989 change la donne. La Hongrie amorce alors une transition vers la démocratie et l'économie de marché. Le régime communiste s'effondre pacifiquement et la Hongrie devient l'un des premiers pays de l'ancien bloc de l'Est à adopter des réformes démocratiques et économiques ambitieuses. Cette période est marquée par un effort pour se rapprocher de l'Europe occidentale, vue comme un modèle de prospérité et de stabilité. En 1999, la Hongrie rejoint l'OTAN, affirmant sa volonté d'intégrer les institutions transatlantiques. Ce processus atteint son apogée en 2004 avec l'entrée officielle de la Hongrie dans l'Union européenne. Regardons maintenant d'un peu plus près l'armée hongroise et sa composition. Avec plus de 32 000 militaires et 20 000 réservistes en 2022, elle avait un budget d'environ 2,572 milliards de dollars, soit 1,53% du PNB. Composée de plusieurs branches, il y a d'abord les forces terrestres. Elle dispose d'un arsenal diversifié qui est en cours de renouvellement. Par exemple, elle est dotée d'une variété de chars, véhicules de transport de troupes, véhicules blindés et systèmes d'artillerie. C'est d'ailleurs principalement dans les chars que des efforts ont été faits
pour moderniser les capacités blindées. Par exemple, en 2018, la Hongrie a acquis des chars allemands Léopard 2A7+, qui sont parmi les plus avancés au monde, pour remplacer ces équipements obsolètes. Les forces terrestres disposent également de véhicules tels que les Lynx Kf-41, aussi achetés à l'Allemagne. La modernisation s'étend aussi au système d'artillerie avec l'acquisition de canons automoteurs PZH-2000, connus pour leur précision et leur puissance de feu. On peut ensuite parler de la force aérienne, qui repose en grande partie sur sa flotte de chasseurs JAS-32 Gripen, des avions de combat multirôles suédois. Loués jusqu'en 2026, ces appareils permettent à la Hongrie de maintenir une capacité aérienne moderne tout en maîtrisant les coûts. Les Gripen assurent à la fois la défense de l'espace aérien hongrois et la participation à des opérations conjointes au sein de l'OTAN. Cependant, la dépendance à un système de location souligne la nécessité pour Budapest de planifier l'avenir de sa flotte aérienne après 2026, notamment en décidant d'un renouvellement ou d'un achat définitif de nouveaux appareils. Il y a aussi le fait que les forces armées hongroises utilisent encore des Mi-8, des hélicoptères de transport datant de l'époque soviétique. Bien que efficaces pour des missions de transport et d'appui logistique, ces appareils sont aujourd'hui dépassés par les standards modernes. Pour pallier ces lacunes, la Hongrie a récemment investi dans des hélicoptères Airbus H145M, plus modernes et polyvalents. On peut aussi parler des drones. Par exemple, Budapest utilise des Skylark 1, des drones israéliens légers spécialisés dans la reconnaissance. Compacts et facilement déployables, ils sont particulièrement utiles pour des missions de surveillance et de collecte de renseignements. Bien que limités à des tâches non offensives, ces drones représentent une étape vers l'intégration de technologies plus sophistiquées au sein des forces hongroises. Il y a également les forces spéciales, qui jouent un rôle crucial dans les capacités militaires du pays. Ces unités d'élite sont entraînées pour intervenir dans des situations exigeant une expertise et une précision maximale. Elles mènent des missions hautement sensibles, nécessitant discrétion et efficacité. Cela inclut des opérations derrière les lignes ennemies, la neutralisation de cibles stratégiques ou encore des missions de soutien aux forces régulières dans des contextes complexes. Ces soldats sont équipés de matériel moderne et bénéficient d'une formation rigoureuse, souvent dispensée en collaboration avec des partenaires de l'OTAN. On peut aussi parler de la force logistique, qui est une composante vitale de l'armée hongroise, garantissant la mobilité, l'approvisionnement et le soutien technique des forces armées. Cette unité est responsable du transport des troupes, des munitions, des équipements et des ressources nécessaires aux opérations militaires. Que ce soit en temps de paix ou en situation de conflit, son rôle est de maintenir un flux constant de matériel pour garantir l'efficacité des unités sur le terrain. Un autre rôle fondamental est la réparation et l'entretien des équipements militaires, qu'il s'agisse de chars, de véhicules blindés, d'avions ou d'hélicoptères. Ainsi, elle veille à ce que le matériel reste opérationnel et prêt à l'emploi, minimisant ainsi les interruptions en cas de déploiement. Lors de missions, elle fournit donc un soutien logistique complet, des rations alimentaires aux pièces de rechange pour les véhicules et armements. Elle joue également un rôle essentiel dans les exercices militaires multinationaux, assurant la coordination avec ses alliés pour garantir le bon déroulement des opérations conjointes. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orbán a entrepris de moderniser les forces armées, en mettant l'accent sur une défense nationale renforcée et une autonomie stratégique accrue. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du programme Zrínyi 2026, une initiative majeure visant à réorganiser et moderniser les capacités militaires du pays. C'est un vaste programme de modernisation et de développement des forces armées hongroises, lancé en 2017. Son objectif est de transformer les forces armées hongroises en une des plus modernes et efficaces de la région d'ici 2026. Ainsi, Viktor Orbán a mis un point d'honneur à revitaliser l'industrie de défense hongroise en insistant sur une production locale accrue et la modernisation des équipements. On peut par exemple parler de l'usine de Zalaegerszeg qui fabrique des véhicules de combat blindés Lynx Kf-41
en partenariat avec l'entreprise allemande Rheinmetall. Le pays développe aussi des munitions et composants militaires, cherchant à réduire sa dépendance aux importations. Comme vu précédemment, l'armée a également fait plusieurs acquisitions pour moderniser son arsenal. Par exemple, avec l'achat de chars Léopard 2A7+, l'un des modèles les plus avancés au monde. Mais aussi avec l'acquisition de systèmes d'artillerie automoteur PZH-2000, reconnus pour leur précision et leur portée. Enfin, il y a le renouvellement des flottes d'hélicoptères avec des modèles Airbus H145M et H225M, adaptés aux missions de transport et d'attaque. Le programme de modernisation inclut également des efforts pour renforcer le recrutement et la formation. L'armée hongroise, autrefois majoritairement composée de conscrits, a évolué vers un modèle plus professionnel, avec des soldats mieux formés et équipés. Mais quel est le rôle de l'armée hongroise dans l'OTAN? La Hongrie, en tant que membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis 1999, entretient une relation stratégique avec l'alliance militaire. En tant que membre situé au cœur de l'Europe centrale, Budapest occupe une position stratégique, notamment en raison de sa proximité avec les Balkans et l'Ukraine, deux zones connues pour leur instabilité géopolitique. Le pays contribue activement aux opérations de l'OTAN, notamment en Afghanistan dans le cadre de la mission Resolute Support et au Kosovo avec la mission KFOR. Le pays a également participé aux efforts de stabilisation dans les Balkans et aux initiatives visant à renforcer la sécurité en Europe de l'Est. Malgré ses contributions, la Hongrie est parfois perçue comme un acteur passif au sein de l'Alliance, préférant se concentrer sur des enjeux nationaux plutôt que sur les priorités collectives. D'ailleurs, bien que membre de l'OTAN, la Hongrie maintient des liens étroits avec la Russie, notamment sur le plan énergétique, ce qui suscite des inquiétudes parmi ses alliés. D'ailleurs, Viktor Orban a régulièrement critiqué les sanctions occidentales contre Moscou, adoptant une posture qui semble en contradiction avec les positions de l'Alliance. En fait, avec une frontière commune de 135 km avec l'Ukraine, la Hongrie est directement concernée par la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur la sécurité européenne. La Hongrie se trouve donc en première ligne des défis posés par le conflit en Ukraine. Cette proximité géographique la place à la fois dans une position d'observateur direct des évolutions militaires et comme acteur logistique potentiel pour l'OTAN. Toutefois, la politique de Viktor Orban, parfois jugée ambivalente envers la Russie, a suscité les critiques de ses alliés occidentaux. C'est parce que la Hongrie dépend fortement du gaz russe, ce qui augmente son positionnement face au conflit en Ukraine. Sa situation géographique la rend aussi essentielle pour le transit énergétique entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Mais au-delà de cela, les relations historiques entre l'Ukraine et la Hongrie ont toujours été difficiles, à cause d'une région notamment, la Transcarpathie. C'est une région à l'est de l'Empire des Habsbourg et contrôlée par le Royaume de Hongrie de 1359 à 1918, puis récupérée par Staline en 1945 et placée dans la République socialiste soviétique d'Ukraine et dans l'Ukraine indépendante en 1991. La Hongrie partage également des frontières avec plusieurs pays des Balkans, comme la Serbie, la Croatie ou encore la Slovénie, et reste un acteur central dans les dynamiques politiques et économiques de cette région historiquement instable. Il ne faut pas non plus oublier que depuis la crise migratoire de 2015, la Hongrie est devenue un point de passage majeur pour les flux migratoires en provenance des Balkans et du Moyen-Orient. Orban a alors fait de la sécurisation des frontières une priorité, notamment en érigeant une clôture le long de la frontière serbo-hongroise. Ce positionnement a renforcé son image de défenseur des frontières européennes, mais a également suscité des tensions au sein de l'Union européenne. En effet, Orban a catégoriquement refusé d'accueillir des réfugiés dans le cadre du plan de répartition mis en place par l'Union européenne. Il considère cette mesure comme une atteinte à la souveraineté hongroise et un risque pour l'identité culturelle et la sécurité nationale. Budapest joue également un rôle actif dans des initiatives régionales comme le groupe de Visegrad et d'autres projets européens visant à stabiliser et développer la région.
Le groupe de Visegrad est une organisation intergouvernementale réunissant 4 pays d'Europe centrale: la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Cela renforce son influence dans cette zone et la positionne comme un médiateur potentiel dans les conflits locaux. Cependant, des tensions ont émergé sur des questions de transparence et de respect des valeurs démocratiques qui sont pourtant essentielles pour l'OTAN et l'Union européenne dont elle est membre. D'ailleurs, il est important de parler des partenariats avec l'Union européenne. La Hongrie collabore étroitement avec l'Allemagne, notamment via l'achat d'équipements militaires allemands et des partenariats industriels comme vu précédemment. Budapest participe également à des projets européens dans le cadre de la coopération structurée permanente, un programme visant à renforcer la coopération en matière de défense européenne. La Hongrie, en raison de ses frontières avec l'Ukraine et les Balkans, occupe donc une place géostratégique clé en Europe. D'un côté, elle est un acteur essentiel dans la gestion des défis liés à la guerre en Ukraine, notamment en matière de sécurité et de migration. De l'autre, elle joue un rôle pivot dans les Balkans en tant que stabilisateur et partenaire économique. Au sein de l'Union, Viktor Orban et son gouvernement ont fait plusieurs fois polémique. En mai 2024, Viktor Orban veut que la Hongrie stoppe tout soutien à l'Ukraine. Le dirigeant hongrois n'en voit tout simplement plus l'utilité, ce qui est inadmissible pour Bruxelles. En fait, un fonds d'aide de 100 milliards d'euros devrait être créé afin de contribuer au financement de l'équipe militaire de l'armée ukrainienne durant les 5 prochaines années, ce qui ne plaît pas à Viktor Orban, qui a déclaré ne pas vouloir participer à un quelconque soutien financier ou matériel, même dans le cadre de l'OTAN. Déjà en avril de la même année, il avait déclaré « Nous sommes derrière un pays qui ne peut pas gagner la guerre. Il ne s'agit pas de s'allier à Poutine, mais de parvenir à un cessez-le-feu et de se conformer à la réalité géopolitique. » Ces propos faisaient suite à la proposition de Jens Stoltenberg, qui est alors secrétaire général de l'OTAN, d'une nouvelle aide à l'Ukraine. Il avait déjà déclaré que « Si les Russes étaient vraiment assez forts pour vaincre les Ukrainiens, ils l'auraient fait depuis longtemps. » Jugeant ainsi le soutien à l'Ukraine inutile. Il n'a d'ailleurs aucune inquiétude quant à l'avenir de l'Europe face à la menace russe, expliquant que « La force de l'OTAN n'est pas comparable à celle de l'Ukraine. » Et que « Il serait donc absurde que la Russie, qui ne peut même pas dominer l'Ukraine, commence soudainement à engloutir l'ensemble du monde occidental. » Le dirigeant a également déclaré souhaiter redéfinir sa position au sein de l'OTAN, expliquant que des juristes étudient comment la Hongrie peut être membre de l'OTAN sans participer à des actions en dehors du territoire de l'Alliance. Cependant, certains s'inquiètent de ce positionnement, car les fonds européens sont un soutien économique vital pour Budapest. Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2004, la Hongrie est l'un des principaux bénéficiaires nets des financements européens. Ces fonds sont essentiels pour financer des infrastructures, soutenir l'agriculture et moderniser l'économie hongroise. Par exemple, entre 2014 et 2020, la Hongrie a reçu environ 25 milliards d'euros de la politique de cohésion de l'Union européenne. Mais la Hongrie a également conclu des collaborations avec des acteurs non européens. Par exemple, elle utilise des technologies militaires israéliennes, notamment les drones Skylark 1, pour des missions de reconnaissance. En juillet 2024, Budapest a également été blâmé pour les voyages de Viktor Orban en Russie et en Chine. Il s'y est rendu du 5 au 8 juillet pour ce qu'il appelle une mission de paix pour l'Ukraine. Pourtant, la Hongrie occupe depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est une fonction de coordination des travaux législatifs, et ce jusqu'à la fin de l'année 2024. La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne est un système par lequel les États membres se relaient pour présider le Conseil pour une période de 6 mois. Cette rotation semestrielle permet à chaque État membre de jouer un rôle clé dans l'orientation de l'agenda européen. Ainsi, le pays exerçant la présidence a la responsabilité de définir les priorités et d'organiser les réunions du Conseil, mais il joue aussi un rôle clé dans la facilitation des négociations entre les États membres et les autres institutions de l'Union, mais aussi à l'international. Ainsi, les objectifs sont d'assurer la continuité des travaux du Conseil de l'Union européenne,
faciliter la prise de décision et promouvoir l'efficacité des politiques européennes, et donner une visibilité accrue aux priorités et aux préoccupations de l'État membre exerçant la présidence. Il faut savoir que lors de sa première visite en Ukraine, Orbán a également dit au président Volodymyr Zelensky d'accepter un cessez-le-feu immédiat avec la Russie. En réponse, lors du premier Conseil de l'Union européenne sous la présidence hongroise le 9 juillet, seuls 7 autres ministres d'États membres étaient présents, de nombreux pays ayant refusé d'envoyer de hauts fonctionnaires. En réponse, le Premier ministre hongrois a qualifié ces critiques d'infondées et a expliqué sa démarche dans une lettre aux autres dirigeants européens. Il y explique que Vladimir Poutine serait ouvert à toute proposition de cessez-le-feu qui ne servirait pas à la réorganisation des forces ukrainiennes. Mais qui est réellement Viktor Orbán? Pourquoi fait-il autant polémique en Europe? Regardons ça de plus près. Viktor Orbán accède pour la première fois au poste de Premier ministre en 1998 à l'âge de 35 ans, faisant de lui l'un des plus jeunes dirigeants européens de l'époque. Lors de ce premier mandat, il adopte un positionnement modéré et pro-européen. Il a contribué à moderniser l'économie hongroise, encourager les investissements étrangers et préparer le pays à rejoindre l'Union européenne. Son gouvernement a également mis l'accent sur le développement des infrastructures et la réduction des inégalités sociales. En 2002, Orbán perd les élections face au Parti socialiste hongrois. Cette défaite marque un tournant dans sa carrière politique. Orbán adopte un ton plus nationaliste et critique envers l'élite politique, perçue comme corrompue et éloignée des préoccupations des citoyens. En 2010, Viktor Orbán revient au pouvoir avec une majorité écrasante, permettant à son parti, le Fidesz, d'opérer une transformation profonde du système politique hongrois. Pour cela, le Fidesz s'est appuyé sur un électorat rural en promettant de protéger les valeurs traditionnelles hongroises contre les influences étrangères et globalistes. Orbán a alors utilisé la supermajorité parlementaire pour introduire des réformes structurelles. Une nouvelle constitution est adoptée en 2012, consolidant les privilèges de son gouvernement et renforçant son contrôle sur les institutions. Il a aussi mis en place des politiques visant à réduire la dépendance de la Hongrie envers les institutions financières internationales. Par exemple, avec la taxation des grandes entreprises étrangères pour renforcer les finances publiques, mais aussi en encourageant les investissements hongrois dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et les infrastructures. Depuis 2010, Orbán a qualifié son système de gouvernance de démocratie illibérale, rompant avec les modèles libéraux occidentaux traditionnels. Cela passe notamment par une centralisation du pouvoir. Par exemple, les médias publics et privés ont été placés sous un contrôle accru, limitant la diversité des voix critiques. Le système judiciaire a été réformé pour permettre une influence gouvernementale plus directe. Enfin, les élections restent libres. Mais les conditions favorisent largement le Fidesz à travers les modifications des lois électorales ou encore un contrôle des médias. Le rôle du nationalisme est également important. Orbán a réactivé un sentiment nationaliste puissant, en se positionnant comme le défenseur des intérêts hongrois face aux pressions extérieures, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des États-Unis ou d'autres acteurs internationaux. À la fin de l'année 2024, le président hongrois a fait plusieurs fois la une de l'actualité. En octobre, le dirigeant nationaliste a essuyé une pluie de critiques durant un débat au Parlement européen à Strasbourg. Lors de son discours, Orbán explique « Je suis venu pour sonner l'heure du réveil. Il faut changer l'Europe. » Selon ses dires, il fait le constat d'une situation bien plus grave que jamais dans l'histoire de l'Europe, avec la guerre en Ukraine, des conflits en Afrique et au Proche-Orient, mais aussi la perte de compétitivité de l'Europe et les menaces sur la sécurité à cause de l'immigration irrégulière. Face à tous ces problèmes, Viktor Orbán veut mettre à profit la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne et pointe une série de priorités. La compétitivité, l'immigration, la sécurité ou encore l'agriculture. Pour relancer la compétitivité, il souhaite une politique industrielle européenne, mais il considère, dans le même temps, qu'il faut arrêter de se faire d'illusions à propos de la transition verte
qui ne va pas permettre de régler les problèmes. En matière de politique migratoire, il prône une hausse des moyens pour protéger les frontières extérieures de l'Union et la création de hotspots. Il explique « Sans centre d'enregistrement extérieur à l'Union européenne, on ne pourra pas lutter contre l'immigration irrégulière. La seule solution est de ne laisser entrer sur le territoire de l'Union européenne que celles et ceux qui ont obtenu une autorisation préalablement à leur entrée sur le territoire. » Arrive alors à la tribune Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle évoque l'Ukraine qui s'attend à un hiver difficile à cause des attaques russes sur les infrastructures énergétiques. Puis elle interpelle le Premier ministre hongrois sans le nommer. Certains rejettent encore la responsabilité de cette guerre, non pas sur l'envahisseur, mais sur le peuple envahi. Ils n'incriminent pas la soif de pouvoir de Poutine, mais la soif de liberté de l'Ukraine. Je voudrais donc leur poser cette question. Est-ce qu'ils reprocheraient aux Hongrois l'invasion soviétique de 1956 ? Cela montre encore une fois les tensions entre la Hongrie et l'Union européenne. Elle rappelle également que depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens ont réduit leur dépendance au gaz et pétrole russe et diversifié leurs fournisseurs d'énergie, à l'exception de la Hongrie. À la fin, la présidente de la Commission européenne défend l'unité des Européens en s'adressant au peuple hongrois. « Nous sommes une seule et même famille. Votre histoire est la nôtre. Votre avenir est le nôtre. 10 millions de Hongrois représentent 10 millions de bonnes raisons de continuer à façonner notre avenir ensemble. » Cependant, le nationaliste hongrois n'était pas seul. Il a reçu le soutien des Patriotes pour l'Europe, un groupe d'extrême droite initié par Viktor Orban lui-même. Mais aussi d'un deuxième groupe d'extrême droite, l'Europe des nations souveraines, qui n'a pas hésité à déclarer que « M. Orban a montré qu'il était prêt à aller de l'avant alors qu'il y en a beaucoup qui, depuis 2 ans et demi, misent sur la même stratégie qui capote. Lui, il essaye de jouer la diplomatie. » Enfin, il y a le groupe des souverainistes ECR, qui partagent les positions du Premier ministre hongrois sur la menace que constituerait la migration ou sur les effets négatifs du pacte vert. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la fête nationale hongroise, le Premier ministre s'en est pris une fois de plus à l'Union européenne, affirmant que Bruxelles voulait renverser son gouvernement. Alors que la fête nationale du pays commémore le soulèvement armé de 1956 contre la répression soviétique, il déclare « Les politiques hongroises indépendantes sont inacceptables pour Bruxelles. » C'est pourquoi ils ont annoncé qu'ils allaient se débarrasser du gouvernement national hongrois pour y établir un gouvernement fantoche de Bruxelles. Devons-nous nous plier à la volonté étrangère ou devons-nous y résister? Je propose que notre réponse soit aussi claire et sans ambiguïté qu'en 1956. Il est important de noter que le dirigeant hongrois n'a fourni aucune preuve de ces affirmations, auxquelles Bruxelles n'a pas réagi publiquement. En fait, ces tensions apparaissent alors que l'Union européenne a retenu des milliards d'euros d'aide financière à la Hongrie en raison de ses violations présumées de l'état de droit, tandis que certains législateurs de l'Union ont proposé à plusieurs reprises de priver la Hongrie de ses droits de vote en raison de son recul démocratique. En 2022, le Parlement européen a déclaré que la Hongrie ne pouvait plus être considérée comme une démocratie. Cela intervient alors que le gouvernement populiste de droite de Viktor Orban est en perte de vitesse depuis plusieurs mois, en raison des difficultés économiques que traverse la Hongrie. Le pays était en récession l'an dernier et affiche une croissance encore inférieure à la moyenne de la zone euro en 2024, ce qui contraste avec l'expansion des années précédentes. Plus grave encore pour l'avenir, l'investissement chute. Moins 8% en 2023 et moins 10% en 2024. Les taux d'intérêt restent élevés, à 6,5%, ce qui est le record de l'Union européenne avec la Roumanie. Le gouvernement a dû cesser de les réduire ces derniers mois pour soutenir la devise hongroise. En effet, le forain a chuté de 15% par rapport à l'euro en 2 ans et demi. Le parti Fidesz est également touché par une série de scandales. On peut aussi parler de l'émergence d'un nouvel opposant populaire, Péter Magyar, et de son parti Tisza. D'ailleurs,
De récents sondages montrent que le parti Fidesz de Viktor Orban est au coude à coude avec Tisza, alors que les élections nationales se profilent à l'horizon de 2026. Est-ce que cela pourrait être bientôt la fin pour Viktor Orban? La Hongrie de Viktor Orban incarne une double réalité qui soulève de profonds questionnements pour l'Union européenne. D'un côté, le pays s'affirme comme une force géostratégique, avec des efforts de modernisation militaire et un positionnement clé aux frontières de l'Union européenne. D'un autre côté, les tensions avec Bruxelles, les atteintes à l'état de droit et la centralisation croissante du pouvoir soulignent les faiblesses d'un système qui isole progressivement la Hongrie sur la scène européenne. Alors, Budapest doit-elle être considérée comme un partenaire essentiel ou un adversaire idéologique au sein de l'Union? Est-ce que les élections de 2026 vont tout bouleverser? Affaire à suivre.